d'être là. Je vous souhaite tous une bonne année grégorienne 2026 et une bonne année à Mazir qui doit commencer le 13. Et voilà. Alors, très bien. Alors, il y aura donc deux conférences, deux interventions. Il y aura une que je vais animer. Bon, on va essayer de prendre un peu moins d'une heure chacune. Donc, la première, ça va être sur Yenneyer proprement dit. Ça va être en français. La deuxième, ça va être en kabyle, avec notre ami Hamdaït Béchir, qui va parler de ces deux livres qu'il a publiés en kabyle. Voilà, très bien. Alors, mon intervention, elle va être compartimentée en, disons, 4 grands volets. Hein. Donc, le premier volet, ça va être un historique sur Yenneyer. Le deuxième volet, donc, ça va être, je vais essayer d'expliquer pourquoi le 13 janvier, hein, dans le calendrier grégorien. Le troisième volet, ça va être, comme Yenneyer est bien sacralisé, je vais parler des rites autour de Yenneyer, tout ce qui se passe. Et le quatrième plutôt volet, ça va être la liaison entre la date du 13 et Sheshelach. Pourquoi cette référence à Sheshelach qui est un pharaon en Égypte ancienne. Voilà, donc permettez-moi, donc je vais remonter un peu dans le temps pour expliquer l'origine de Yenneyer. Je vais quand même aller au paléolithique supérieur. Pourquoi ? Parce que, donc c'est juste pour dire, comme quoi en ce temps-là, à cette époque-là, bon, tout le monde, tous les hommes avec un grand H, hein, donc vivaient de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Les hommes s'occupaient de la chasse et les femmes de la cueillette. Donc il y a déjà à partir de ce temps-là, il y avait une division du travail. Et vers le néolithique, là il y a un bouleversement, un très très grand bouleversement, c'est la naissance de l'agriculture. Là, toute la vie sociétale à l'époque, bon, les gens vivaient en petites tribus, en peuplades, tout ça. Bon, il y a beaucoup plus de mouvements, ils se sont pas sédentarisés, tout ça. Et pendant le néolithique, donc, il y a une naissance de l'agriculture, l'homme commençait à se sédentariser. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Là, j'arrive justement au calendrier. Au temps du paléolithique, la gestion du temps importe peu. Hein. L'homme, il se lève le matin, au lever du soleil, il va aller chasser, la femme, elle va vaquer donc à son boulot de cueillette, tout ça. Bon, le temps importe peu. Mais avec la naissance de l'agriculture, là, le temps devient important. Donc, il fallait le gérer, il fallait une gestion du temps. Et c'est là que, disons, des bribes de calendrier commençaient à naître. Et les calendriers, il y a plein de calendriers, chaque tribu, avec son calendrier. Et ces calendriers sont liés, effectivement, à toutes les techniques agraires, qui elles-mêmes, l'agriculture est liée, bien sûr, à la nature. Et le berbère, donc comme tout le monde, il commençait à maîtriser les techniques agraires. Pareil, donc il fallait qu'il doit gérer le temps. Et c'est là qu'il a posé quelques premiers jalons d'un calendrier. Ce calendrier va évoluer avec le temps, avec
avec tout simplement l'évolution de la vie en sociétale, parce qu'après, il y a une naissance des tribus élargies, des cultures, des peuples, voilà. Donc il fallait tout gérer. Donc le berbère donc, il est devenu par la force des choses donc, un paysan, comme tout le monde, et il commençait à gérer son temps en posant les premiers jalons. Donc comme je disais, donc, au fil du temps, en évoluant, il y a plusieurs jalons. Il y a une naissance de ce calendrier avec des fêtes. Avec des fêtes toutes liées à l'agriculture au début. Et donc on peut dire qu'il y a eu déjà la naissance d'un calendrier. Bon, c'est un calendrier qui n'est pas écrit, mais eux, ils le maîtrisent. Parce qu'ils maîtrisaient l'évolution de la nature, tout ce qui concerne les arbres, les bourgeons, les fleurs, tout ça, ils s'intéressaient à tout ça. Et c'est là, en quelque sorte, oralement, je parle du berbère, hein, oralement, il y a dans sa tête, il y a tout un jalonnement qui s'est fait. Et donc, je disais des peuplades, donc en Afrique du Nord, il y a des trucs un peu partout. Et ces différents calendriers qui ont existé, ils sont légèrement différents, parce que c'est normal, hein, c'est pas pareil un calendrier en Kabylie sur des montagnes que dans le sud avec les Chaouis. Donc, les calendriers sont différents, sont légèrement différents. Ils sont tous liés, bien sûr, à l'agriculture. Hein. Et je vais prendre celui de calendrier agraire qu'on retrouve en Kabylie, parce qu'il est plus étoffé, comment dirais-je, il est plus vraiment développé. Hein. Alors tous ces calendriers, il y a ce qui sont jalonnés donc en période. Il y a quelque chose de fondamental dans ces calendriers, c'est une période qui s'échelonne à peu près. Qui tient à peu près 40 jours. C'est cette période de Yenaya. Il commence du 25 décembre, donc au fait, cette grande période de 40 jours, elle-même est scindée donc en deux sous-périodes. Je vais essayer de traduire en français. On disait Ismani Verkanen, c'est-à-dire les journées froides noires et les journées froides blanches. Pourquoi ces deux appellations? Elles sont très importantes parce que elles sont liées au solstice d'hiver, tout simplement. Donc pourquoi le solstice d'hiver à l'ancienne époque, ça tournait autour, dirais-je, du 25 décembre, du calendrier actuel. C'est ça le solstice d'hiver. Bon, cette année, il est tombé un 22 décembre. Et cette date-là, chez les sociétés anciennes, elle est très importante parce qu'elle est liée. Elle est liée donc au solstice d'hiver. Elle est liée à un dieu, le dieu Ra, le dieu soleil, qui est né en Égypte. Et le berbère a lié en quelque sorte le début de son calendrier à ce dieu soleil. Et d'ailleurs, toutes les cultures anciennes, elles sont liées à ce dieu. Hein. On prend par exemple les Saturnales au temps des Romains, c'est lié à ce solstice d'hiver. Ça durait pendant une semaine, c'est des fêtes agraires, tout ça. Le dieu Mitra en Orient, exactement pareil. C'est lié au solstice d'hiver, qui est lui-même lié au dieu soleil. Là, voilà comment Yenayer, comment qu'il était né. Comment qu'il était né, parce que donc il est lié à l'agriculture, au début du calendrier agraire, que cette date-là, enfin cette période de Yenayer est liée donc au dieu soleil. Pourquoi dieu soleil? Parce que le dieu soleil, c'est un dieu, disons, créé par Akhenaton en Égypte. L'Égypte, c'était une très très grande civilisation. Pourquoi cette liaison? Parce qu'il y a quand même un phénomène aussi
qu'on ne connaît pas assez bien. C'est le dieu Amon, qui est lui-même un dieu berbère à l'origine. Et le dieu berbère, donc, il dominait en Afrique du Nord, en Libye, tout ça. Il dominait quand même. Et il était, comment dirais-je, il était évincé par le dieu Ra. Ces deux dieux, ils vont fusionner avec Sheshach d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, il a fusionné les dieux, que ça a donné le dieu Amon-Ré. Voilà la liaison entre le berbère avec son dieu, Amon, et le dieu Ré, comment il y a eu une fusion entre les deux. Et tout ça est lié à Yenneyer qui est cette grande période dont on parle. Voilà en ce qui concerne donc brièvement l'historique de Yenneyer. Alors je vais peut-être aller embrayer sur pourquoi le 13 janvier, pourquoi on a fixé la date du 13 janvier. Alors ça aussi, je vais vous embêter peut-être avec des chiffres. Je serais désolé, mais je serais obligé parce que pour comprendre comment les calendriers ont évolué, comment il y a eu cette différence-là. Alors, je parlais donc des calendriers anciens, des calendriers vagues, un peu imprécis, tout ça. Et au temps donc de la grande civilisation romaine, au temps de Jules César, la société, Jules César, il a remarqué que la société est complètement désorganisée, parce qu'ils ont des calendriers, pareil eux aussi, ils ont des calendriers vagues, on appelait ça, et ils n'ont pas comme le calendrier actuel, 365 jours, tout ça. Je vais l'expliquer. Et ça posait un problème au niveau de la gestion de la société. Parce que les pouvoirs, ils vivent des impôts. Le pouvoir français, il vit des impôts. Donc ceux qui détiennent le pouvoir au temps de l'Empire romain, il fallait collecter des impôts. Et c'est pas normal. Des fois, ils vont aller collecter l'impôt, la récolte n'est pas arrivée. Parce que les calendriers ils n'étaient pas précis. Donc Jules César, qu'est-ce qu'il avait fait? Il fallait qu'il mette fin à tout ce désordre. Il a fait venir un spécialiste un astronome grec d'origine qui vit à Alexandrie. Ce type-là, il a travaillé énormément sur l'année solaire. Vous savez bien quand même au temps des pharaons, il y a eu quand même un développement très très important de l'astronomie, de pas mal de choses. Et ce type-là, Socygène, lui, dans ses recherches, il a approché l'année solaire, il a essayé de la maîtriser, et il s'est dit qu'elle faisait 365 jours et un quart. Alors, entre parenthèses, lui, il était persuadé que l'année solaire, c'était celle-là. Or, c'était pas tout à fait celle-là, justement. Il y a quand même une incertitude. Bien que en son temps, il y a un autre astronome qui a calculé l'année. Il a trouvé un peu moins longue que celle-là. Il s'appelle Hipparque. Alors donc, lui, Socygène et Jules César, ils ont travaillé, ils ont mis en place donc un calendrier en se basant sur cette année, 365 jours et un quart. Et le quart de jour, c'est très difficile à le gérer dans un calendrier. Donc, ils ont trouvé l'astuce, 3 années à 365 jours et l'année bissextile à 366 jours. On ne va pas rentrer dans les détails.
Mais sachez tout simplement que cette année, elle n'est pas tellement précise. Bon, le calendrier est monté avec 12 mois, on a mis le premier jour de l'an, 1er janvier avant l'été, 1er mars, tout ça, tout est ordonné, très bien. La société fonctionnait, on a un calendrier civil, ça fonctionnait très bien. Or, donc, comme je disais, cette année-là, elle n'est pas tellement précise. C'est parce que l'année vraiment précise du soleil, elle est un tout petit peu, voilà, moins grande. Elle fait 365 jours, 24, 22. C'est l'année du soleil. Alors cet écart-là, ce petit écart qui est de 0,0078. C'est pour ça que je vais vous embêter avec quelques chiffres. Vous allez comprendre. Hein. Il y a une petite différence. Hein. Une toute petite différence. Vous voyez, 0,0078 jours. Mais à l'échelle d'une vie humaine, ça paraît dérisoire. Mais au fil du temps, au fil des siècles, cet écart va se répercuter sur le calendrier. Au bout de 4 siècles à peu près, 3 siècles et demi, il y a un décalage de 3 jours. Donc l'année ne fait plus 300, elle faisait 365 jours, mais il y a un décalage. Donc on a glissé avec un retard de 3 jours. Et là, qui a tiré la sonnette d'alarme, c'était les religieux, les pontifes, parce que eux, ils ont un calendrier lunaire lié un peu à leur travail, tout ça. Ils ont remarqué parce que Jules César leur a promis que donc leur Pâques tombait avec 3 jours de moins. Donc, et dans leur calcul, ils ont vu avec ce décalage, ça perturbait leur calendrier. Ah, ils se sont dit, c'est pas normal. Et il fallait corriger. Et cette correction de 3 jours va intervenir en 325 avec le concile de Nicée. Le concile de Nicée, c'est un grand concile religieux qui a été fait par, comment il s'appelle, Constantin, je crois. Et à l'ordre du jour de ce concile, ils ont introduit le calendrier. Il fallait résoudre ce problème. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Supprimer les 3 jours, revenir à la case départ. Mais revenir à la case départ, c'est-à-dire à 365 jours et un quart. Mais cette année-là, ils l'ont pas approché. Ils sont restés comme ça, ils ont enlevé les 3 jours, bon, ils sont repartis dans le calendrier. Et pareil, rebelote, 10 siècles après, il y a un décalage de 10 jours. De 10 jours. Et là, ça pose encore un problème pour les religieux. Parce que eux, ils veulent bien aussi un calendrier juste pour leurs prières, pour tout ce qu'ils font. Et autant quand même, c'est pas comme les religieux actuels. Je suis désolé, les religieux avant, ils travaillaient, ils ont des fermes, ils ont beaucoup de choses, hein, ils ont inventé des alcools, ils travaillaient. Donc leur vie est bousculée aussi. Et en 1582, il y a eu pareil, une réforme de Grégoire. Grégoire, c'est pareil, c'est un religieux. Il s'est dit, il faut résoudre encore ce problème. Il a fait exactement pareil que Jules César. Il a rassemblé des spécialistes. Mais l'expérience antérieure, les expériences antérieures ont servi. Ils ont remarqué que ces 3 jours, il fallait les maîtriser, hein, parce que
Et ils ont fait un calendrier, que vous connaissez maintenant, un calendrier grégorien. Et comment ils ont trouvé une astuce? C'est tous les siècles, ils doivent récupérer un jour de décalage. Et comment ils ont fait? Alors les années, en fait, chaque siècle, les années millésimées, ils vont les garder bissextiles. Par contre, les autres années millésimées, ils vont supprimer un jour. C'est-à-dire, ils ont commencé en 1600, le calendrier 1600 est resté à année bissextile, donc avec 366 jours. 1700, 1800, 1900, elle ne sera plus bissextile. Ils ne seront plus bissextiles, ils ont récupéré 3 jours. 2000, année bissextile. 2100 ne sera pas, ainsi de suite. Donc ils ont quand même réussi à mettre en place un calendrier plus ou moins juste en récupérant les 3 jours. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Alors le berbère, on va revenir au berbère, que lui-même a lié son calendrier agraire à la première réforme, au premier calendrier julien, qui a été mis en place en 45 avant Jésus. Et donc, il est fixé de la première réforme julienne, donc, a créé 3 jours d'écart. La deuxième réforme a créé, donc, en tenant compte des 10 jours. Le berbère est resté dans le calendrier julien. Et c'est pour ça qu'on assiste aux 3 jours de réforme, la première réforme, et les 10 jours, la deuxième réforme julienne, ça fait 13 jours. C'est pour ça que le calendrier donc, agraire qui est lié au calendrier julien, on le commence un 13 janvier. Vous voyez, donc voilà un peu pourquoi on est. Je vais avant d'entamer donc sur les rites, je vais peut-être profiter pour parler de cette date-là, puisqu'on y est au 13 janvier. Comment cette date, historiquement encore elle a été fixée à moins 500, à 950 avant Jésus. Pour trouver de 1976 actuel. Alors, vous voyez donc comment est-ce que ces 13 jours ont été créés. Ont été engendrés, plutôt. Et là, pourquoi on a fixé le calendrier que vous voyez non, j'ai pas mis 1976. Pourquoi cette date-là? Là, pour les Kabyles, ils ont connu l'Académie berbère, qui est la première association culturelle d'après l'indépendance algérienne, qui est montée ici en France. Le terme académie est un peu fort quand même, et ils ont travaillé, ils ont activé, ils ont inventé le drapeau, ils ont fait beaucoup de choses, la numération, ils sont intéressés au tifinagh, ils ont exhumé le tifinagh, ils l'ont standardisé. Maintenant au Maroc, il est utilisé dans l'IRCAM, tout ça. Et ils se sont intéressés aussi au calendrier. Ils en ont parlé. Et l'association s'est arrêtée en 1978 avec l'arrestation de leur leader. Et les adhérents, les militants de cette association, ils se sont éparpillés. Et il y avait quelqu'un qui a repris cette problématique du calendrier. Il a créé lui-même une association qu'il a appelé UPA, l'Union du peuple amazigh. C'était un chaoui, un Nouressien. C'est le seul chaoui de l'Académie berbère. Autrement, c'est tous des Kabyles à l'Académie berbère. Et il s'est intéressé à ce calendrier. Donc il a repris la problématique posée au sein de l'Académie berbère. Dans son association, il y a eu toute une recherche.
Et lui, il s'est intéressé donc à l'histoire. Quoique, il y a quand même quelque chose qui l'a aiguillé. C'était parce que dans les Aurès, on disait de Yenneyer, le premier jour du on disait c'est le jour du pharaon, le jour du pharaon. En faisant référence au pharaon de Sheshlar qui est là, à Sheshlar qui était pharaon au temps d'Égypte ancienne. Alors lui, dans ses recherches, il s'est dit tiens, donc il nous faut une référence propre à nous. Elle ne doit pas être occidentale, elle ne doit pas être orientale, il faut qu'elle soit propre à nous. Et là, il a trouvé ce Sheshlar, ce fameux Sheshlar qui a pris le pouvoir en Égypte. Alors, quand est-ce qu'il a pris le pouvoir en Égypte? Quand est-ce qu'il est devenu pharaon? C'était approximativement 950 avant Jésus. D'après certaines recherches, certaines disent c'est 947, d'autres c'est 948 avant Jésus. Et la plupart disent c'est 950 avant Jésus. Lui, il s'est dit tiens, c'est bien de prendre une date bien fixe, 950, au lieu de prendre des trucs impairs, machin. Et il s'est dit, tiens, on va fixer le début du calendrier à Mazir à 950 avant Jésus, en référence à Sheshlar. Et c'est comme ça que Amr, le Gadi, il a fixé le début du calendrier à Mazir en 950 avant Jésus. Donc maintenant, vous prenez le calendrier grégorien de 2026, vous rajoutez 950, vous allez tomber sur le début du calendrier amazigh de 1976. Voilà l'histoire du début du calendrier, ainsi de suite. Bon, je disais donc, je vais essayer de faire vite, on va développer tout ça au cours du débat, on va revenir sur certains points. Alors, d'ailleurs, chez le paysan amazigh, il est tellement important, donc il fallait le sacraliser. Ils l'ont sacralisé, et je vous dis, normalement, c'est une période de 40 jours. Ils l'ont sacralisé, et en l'habillant, en quelque sorte, de beaucoup de rites. Et parmi tous ces rites, donc j'ai essayé de les rassembler en quatre grandes catégories. C'est le rite du nettoyage, les rites du nettoyage, les rites d'abondance et de partage, les rites de passage et les rites d'alliance. Bon, je pense vaut mieux dans le débat, on va revenir tous ces points-là parce que c'est assez... c'est assez riche comme il y a assez d'informations à dire là-dessus. Et je vais prendre juste le rite d'abondance. Le rite d'abondance où on retrouve le dîner, comme le dîner de Noël. Hein. C'est le dîner de Yenneyer qui donc on a 3 jours. On a 3 jours pour fêter le dîner de Yenneyer. On a le 10, le 11, le 12, c'est-à-dire en respectant les 3 jours de la première réforme de Julien. Et on fait un dîner assez spécial, toute la grande famille réunie, comme le Noël. Hein, et là, donc, la bouffe sera en abondance. Symboliquement, on fait un couscous avec des légumes secs. Pourquoi les légumes secs? Parce que ça gonfle la cuisson, le couscous gonfle la cuisson. Donc, c'est un présage de l'abondance, les récoltes à venir, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a tellement de... Tout est codifié. Hein. Il y a un élément important dans ce dîner, c'est la volaille. Ici en France, pareil, hein, on fait de la volaille. Mais chez les Berbères anciens, la volaille, avant, c'était une oie. Avant de devenir, maintenant, c'est un coq.
Et pourquoi une loi? Bon, on m'a déjà posé la question et je trouve une explication. Et c'est lié, comme je disais tout à l'heure, au dieu Amon. Pourquoi c'est lié au dieu Amon? Parce que dans la cosmogonie amazigh, berbère, le dieu Amon est symbolisé par une loi qui va devenir après symbolisé par un bélier, ainsi de suite. Il est symbolisé par une loi. Dans la mythologie, donc on disait que loi a pondu un œuf, c'est l'œuf originel, qui a donné naissance à l'univers. Voilà. Et c'est pour ça qu'on prenait une loi dans le dîner de... Et on retrouve sur la table des pharaons, l'oie est très importante. On mangeait beaucoup l'oie chez les pharaons. Donc, ces interactions entre la civilisation berbère et la civilisation égyptienne ancienne, il y a beaucoup de relations. Donc je disais, donc c'est pour ça, donc en hommage au dieu Amon, à l'origine qui était une oie, on mettait une volaille dans le dîner de... Après, comme je disais, donc Amon est devenu symbolisé par un bélier. Par un bélier. Pourquoi symbolisé par un bélier? Encore parce qu'il y a une fusion du dieu Amon-Ré et les berbères chez eux, le bélier, parce qu'avec les deux camps, en quelque sorte, on retrouve cette dualité dans la civilisation amazigh, et les camps du bélier, ça, c'est deux soleils en quelque sorte. On retrouve les deux soleils dans le truc, on retrouve les deux visages dans Janus, le dieu des portes, chez le berbère. Donc c'est un dieu qui a deux visages, un visage qui regarde le passé, un visage qui regarde l'avenir. Voilà, je vais m'arrêter là. On va entamer un petit débat avant que Ahmed prenne la parole. On va revenir sur certaines choses que vous voulez que j'éclaircisse. Voilà. Et merci. La parole est à vous. Sur le code, le loi, pardon. Oui. Est-ce que c'est commun à tous les pays de Tamazra ou... Alors, je disais, bon, effectivement, c'est l'explication que j'ai trouvée. Hein. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, donc, sur la table des pharaons, on mangeait beaucoup. On le retrouve si on fouille un peu, on retrouve dans les gravures anciennes, tout ça, loi. Est-ce que je pense, oui, je pense. Donc, loi, parce que les berbères, il n'y avait pas des masses quand même. Hein. C'était un peuple d'accord, mais il n'est pas aussi nombreux que maintenant. Hein. Donc, il y a un peu partout en Afrique du Nord, des tribus. Et j'imagine qu'ils font le même dîner. Hein. J'imagine que loi, pareil, il est dans le dîner, donc dîner. Hein. Je peux dire quelque chose? Ouais, vas-y. Merci Majid pour ta brillante explication scientifique et intellectuelle. Mais il me semble que dans les régions berbérophones et particulièrement en Kabylie, le Yunaya n'est pas expliqué de cette façon. Il est beaucoup plus rapporté à l'histoire de la vieille et de sa chèvre. Oui. C'est l'histoire de la vieille. La vieille de Yunaya. La vieille de Yunaya qui est enfermée avec sa chèvre pendant un mois. C'est le mois de janvier, c'est le mois de Yunaya. Elle n'a pas pu sortir sa chèvre, donc elle s'est enfermée dans sa maison. Et puis à la fin du mois, il y a eu une éclaircie, il y a eu du soleil, elle est sortie. Et puis elle regarde comme ça, il y a la ville du soleil qui éclaire tout le paysage. Et là, elle défile Yunaya. Oui, c'est ça. Et attends, je vais continuer. Ouais.
Et d'ailleurs, janvier, il s'est mis en colère. Il a demandé à février de lui prêter une journée pour punir la vieille. De l'année bissextile. C'est ça. Parce qu'elle a... C'est ça. Et puis février lui a prêté une journée, c'est pour ça que février est amputé d'une journée maintenant. Ouais. Donc et puis voilà, et puis dans la journée que février lui a prêté, c'était une tempête et tout ce qui est ainsi, les cyclones et tout, donc tout s'est mis en branle-bas. Et du coup, la vieille, elle s'est fait emporter par un courant avec sa chèvre. Voilà, c'est comme ça un peu le. Et c'est le Yenayer dans les. C'est un mythe, c'est un mythe. Oui, mais c'est comme ça qu'il est vécu. Hein, enfin, comme tu l'as expliqué, c'est beaucoup plus. C'est des gens qui connaissent. Mais sinon, chez les paysans, chez nous tous, enfin, personnellement, parce que du Yenayer, bon, par la suite, quand j'ai commencé à étudier chercher. Tout ça, à chercher, effectivement, c'est comme tu l'as dit. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, enfin, dans les régions berbères, les parties en Kabylie, il est vécu, le Yenayer, c'est l'histoire de la chèvre et de la vieille. Voilà, pardon. Ouais. Je me suis mis un peu le... Ah non, c'est bien. Voilà. J'en ai parlé, j'ai parlé ici dans le livre sur la vieille de Yenayer. C'est un mythe, il vient de le raconter, mais il est différemment raconté dans la région méditerranéenne. Hein. Chacun comment... C'est vrai, chez nous en Grande Kabylie, c'est à peu près comme ça. Hein. Parce que une vieille femme était enfermée, elle ne pouvait pas sortir, parce qu'il fait très froid. Donc il faut bien que sa pauvre chèvre aille manger un petit peu pour lui donner du lait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est obligé d'attendre une heure pour qu'il passe, en attendant les jours de soleil, tout ça. Et voilà, il est sorti avant terme, voilà, il vient de le dire, et commence à insulter Yenayer, voilà, ainsi de suite. Mais ailleurs, par exemple, en Italie, il y a cette fête-là, la fête de la vieille. Ouais. En Corse, je ne sais pas s'il y a une Corse qui est venue, elle est là. En Corse, elle va témoigner, on parle de la sposata, la vieille femme. Hein? Eh bien, ça ressemble à la vieille de Yenayer. Ça, c'était, je vais essayer d'expliquer rapidement. C'était une vieille qui vivait avec sa fille. Voilà, il y a toujours l'histoire de la vieille, qui vivait avec sa fille et le roi, un roi dans le temps, il passait à côté de la maison de la vieille. Il a aperçu une jeune fille très belle et tout. Alors il s'est dit, tiens, il faut que je l'épouse. Il est parti, il a envoyé ses missionnaires pour prendre la fille, pour le roi, ainsi de suite. Alors, la fille, elle vivait avec sa mère. Ils étaient très, très pauvres. Alors, donc, les missionnaires sont arrivés et ils expliquaient la chose à la vieille. La jeune fille, elle était épatée. Ah oui, elle va devenir une reine, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le roi allait revenir avec toute son équipe, tout ça, pour prendre la mariée, ainsi de suite. Et en venant la prendre, elle a tout pris. Elle n'a rien laissé à sa mère. Rien, elle a tout pris. Alors la mère, la pauvre, elle est restée démunie complètement. Alors le roi lui dit, mais tu peux lui laisser, tu auras tout ce que tu veux. Il lui dit, non, elle s'attachait à tout ce matériel. Et après, en partant, alors sa mère, elle a lancé un sort. Et il a dit, espérons que tu ne vas pas arriver à destination, des trucs comme ça, elle a lancé un mauvais sort.
effectivement, on retrouve cette histoire d'orage, tout ça, quand la délégation, le roi avec sa délégation sont partis. En cours de route, il y a tout un déluge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un éclair, du tonnerre, il a figé tout le monde. Tout le monde est figé. Et il y a un endroit en Corse, apparemment ça ressemble à une mariée. C'est une montagne qui ressemble à une mariée, il l'appelait la Sposata. Et on reprend cette histoire de vieille, de Nayel, ainsi de suite. Vous voyez, donc chacun c'était un mythe. Nos anciens berbères, voilà. L'histoire de la vieille, effectivement, est restée dans les contes. Hein, c'est ça qui est resté beaucoup plus que le. Il est resté, des bribes comme ça. Maintenant on s'intéresse, hein, on découvre beaucoup de choses. Hein, mais dans l'ancien temps, tout est, vous savez bien, notre culture est opprimée. Il fallait pas chercher, voilà. Hein. Moi, je suis venu à cette recherche un jour de l'an. Je disais à ma mère, mais explique-moi, c'est quoi le Yinaï, c'est quoi? Il ne savait pas l'expliquer là-bas, bien sûr, hein, tout est interdit. Alors elle m'a dit, voilà, c'est comme ça, hein, c'est une tradition, on la respecte. Et moi j'ai cherché, bon d'accord, ok, c'est une tradition, il faut quand même l'expliquer. Et c'est de là que j'ai fouillé, bon, je suis arrivé à comprendre Iner, qu'est-ce que c'est. Merci. Voilà. Selma. Ma question c'était par rapport au monsieur, tu disais le seul chaoui de la Ammar. berbère. Ammar Negadi. Tout ce travail de recherche qu'il a entamé, que reste-t-il des archives sur lesquelles il a travaillé? Que reste-t-il concrètement en termes matériellement? Qu'est-ce qui reste de ce travail-là? Est-ce que ces archives existent? Parce qu'en effet, tous on célèbre Yinaïa, mais millions d'artistes, tu vois, il veut filmer quelque chose qui vient de la mythologie. Toi, tu as donné des repères plutôt historiques, un peu documentés. Mais c'est vrai que globalement, quand on pose la question aux gens de savoir d'où vient Yinaïa, les explications, elles sont diverses et variées. Est-ce que, donc, ce travail-là, où sont les archives qui ont été faites? Deuxièmement, comment est-il possible de faire en sorte que, c'est pas que l'histoire devienne la même histoire de la FLN, mais quand même qu'on ait une histoire qui tienne la route historiquement et chronologiquement, qu'on puisse l'expliquer et transmettre cette histoire tu as accès aux archives de la KTB berbère véritablement historique, que ce ne soit pas juste du folklore, je crois. Ouais. Pour les archives, il y a un peu dans les bulletins de l'Académie, c'est resté. On retrouve un peu. Ammar, il a laissé un tout petit peu pareil. Hein, il a laissé quelques calendriers, il a fait quelques calendriers. Voilà. Il a laissé la date quand même. Il a laissé. Mais lui, à part la date, après il a pris le calendrier julien. Hein. Après le calendrier julien, il a collé, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il avait fait. Mais il a fait quelque chose de très important, c'est fixer un début à un calendrier qui n'avait pas de début avant. C'était un calendrier. Alors les archives, on le retrouve un peu. On retrouve un peu dans les bulletins de l'Académie. Et chez les Chaouis, on retrouve un peu le travail d'Ammar. Tu vas sur Internet, tu trouves un tout petit peu. Ouais. Bonsoir. Est-ce que tous les berbères fêtent le nouvel an pour les Yinaïas à la même date? Oui. Pas tous. Presque à la même date. Presque. Tout est incertain, hein, de toute façon. Nous, en fait, non, comme je disais, c'est la période de 40 jours. Hein, parce que pendant 40 jours, il y a des fêtes. Par exemple, le carnaval de Tlemcen, qui était un très très grand carnaval avant, il a disparu, maintenant il revient. Ça, il prend, je crois, une semaine ou 10 jours. Oui, mais moi je parle du Nouvel An. Oui, le Nouvel An. C'est-à-dire le premier jour. Le premier jour, dans notre tradition, en Kabylie, on disait le dîner du Yinaïa, donc la veille du premier jour,
à 3 jours. On reprend, comme je disais tout à l'heure, on reprend le 10, le 11 et le 12, les 3 jours de la première réforme Et ça, c'est julienne. propre au Kabyle d'Algérie. C'est propre à la Kabylie, ça. Voilà. Mais autour du 13, si autour du 13, on le fait, par exemple, chez les Chaouis, le fait à peu près à 7 ans. Au Maroc, c'est le 13, il me semble. Le 13, autour du 13. Par contre, il est devenu officiel maintenant en Algérie. On a fixé le 12. Hein? C'est-à-dire, c'est le 12 le premier jour. Or, le 12, normalement, ça fait partie c'est la veille, d'après mes calculs. Au Maroc, il le fait le 14. Vous savez pourquoi? Il y a une explication. Avec ce que j'ai expliqué là, le décalage là, de 13 jours, eux, ils ont tenu compte, donc quand Jules César a mis en place le calendrier, la première année du calendrier, elle avait 455 jours, pas 365 jours. Donc les 90 jours là, probablement les Marocains, ils ont dû tenir compte de leurs calculs et on glisse à 14 jours. Pas à 13 jours, on glisse à 14 jours. Donc, mais autour du 13 à peu près, tout le monde fêtait autour du 13. Mais maintenant, parce que on a lutté, on a eu quand même gain de cause, mais à un certain moment, Yennayer, il a failli disparaître. Il a failli disparaître. Vous comprenez? Alors, voilà, par une lutte, un combat qu'on a tous mené, voilà, il revit, et maintenant, il est fêté pratiquement à la même date partout maintenant. Le 13, partout il est fêté, le 13 partout. Voilà. Merci. Ça va. C'est bon, et il n'y a pas d'autres questions? Hein? Bon, je présume que c'est bon, vous avez tous compris, quoi. Ben oui, c'est pas de question. Bon, maintenant, on passe. Je donne la parole à Ahmed El-Béchir. Lui, il a publié 2 livres. Mais lui, il travaille en kabyle. Hein, il écrit en kabyle. C'est tout à fait normal. Moi, j'aimerais bien être comme lui, écrire en kabyle, mais je n'arrive pas, sincèrement. Voilà. Ahmed, à toi la parole. Bon, bonsoir tout le monde. Bon, cette fois-ci, je vais faire peut-être une exception. D'habitude, je fais mes rencontres en kabyle. Donc, je disais, j'ai pas la même voix que Majid, mais je vais essayer quand même de hausser ma voix, effectivement. Donc, je disais que d'habitude, mes rencontres, je les fais en kabyle. Parce que mes 2 livres sont écrits en kabyle. Donc, légitimement et normalement, ce serait paradoxal que j'écris des livres en kabyle que je les parle en français, que je les explique en français. Donc, c'est pas normal. Mais aujourd'hui, je vois que l'assistance, il y a des personnes qui ne comprennent pas le kabyle. Donc, je vais essayer de faire les 2 en français et en kabyle. Seulement, ne m'en veuillez pas si j'ai quelques bafouillements. Hein. Donc, moi, le premier livre que j'ai écrit, c'était une traduction de l'histoire de ma vie de Fadma Nassour Amrouche. Histoire de ma vie, je sais que pour les Kabyles qui sont ici, pour la plupart, ils l'ont lu au moins une fois. Sinon, pour la plupart, ils l'ont lu 2-3 fois. Et à chaque fois qu'on le lit, on a l'impression qu'on le découvre tellement on est emporté par l'émotion et par le vécu de Fadma et de sa maman. Donc moi j'ai fait ce livre, c'est un hommage d'abord à la famille Amrouche. La famille Amrouche, Fadma, Jean, Taous, et puis toute la fratrie malheureusement qui n'ont pas vécu longtemps, et qui ont donné beaucoup à notre culture, la culture berbère et kabyle en particulier, mais qui sont tombés pratiquement dans l'oubli.
Ce n'est que maintenant qu'on commence un peu à leur rendre des hommages. Voilà. Et puis, comme c'est une histoire qui est écrite par Fatma la Kabyle, c'est une histoire qui est pensée en Kabyle. Moi, quand je l'ai lu, je disais que ça, c'est une histoire qui est écrite en Kabyle, parce qu'elle est pensée en Kabyle. Donc, je pensais qu'il était important qu'elle revienne à son origine, c'est-à-dire à sa kabilité, quoi. Donc c'est parce que je me suis mis à la traduire du français au kabyle. C'est un hommage, je disais, donc, à la famille Amrouche, c'est un hommage aussi aux femmes, et les femmes kabyles en particulier, parce que les femmes kabyles, elles ont vécu des moments terribles, des moments de misère, comme la plupart des femmes et tout, mais en Kabyle, il me semble comme c'est un peu particulier. Les femmes kabyles, elles ont vécu une misère terrible. Tellement comment dire, leurs droits, les droits des femmes et tout ça, donc c'est comme tout le monde. Mais la Kabylie, moi j'ai senti ça que les femmes kabyles, elles ont vécu une misère plus que toutes les autres femmes. Donc c'est un hommage à toutes ces femmes-là que je me suis mis à traduire ce livre, Histoire de ma vie de Fatma Mansour Amrouche. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à le traduire, donc c'est un hommage. Par la suite, je me suis mis. C'est ça que Tajmat, pour ceux qui ne comprennent pas le kabyle, Tajmat c'est l'agora du village. Tajmat c'est là le lieu où tout le monde se rencontre, tout le monde. En Kabylie, Tajmat, généralement, parce qu'il y a deux sortes de Tajmat, parce qu'il y a Tajmat là où on se retrouve pour discuter, pour raconter des blagues, pour raconter tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu par-ci, par-là. C'est des anecdotes. Et Tajmat, là on traite les problèmes des villages. Tout ce qui est commun au village. Et tout ce qui était du conflit aussi entre habitants, quand il y a des conflits, tout ça, ils sont traités dans Tajmat. Dans Tajmat, il n'y avait pas, parce qu'il faut se dire qu'en Kabylie, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de policiers. Tous les conflits sont réglés dans Tajmat. Tous les villages, pratiquement, ils ont tous leur code civil et leur code pénal. Il n'y a pas de condamnation à mort dans Tajmat. C'est le bannissement. Quand il y a une forte condamnation, par un meurtre par exemple, même les meurtres, ils sont pas. C'est le bannissement. Un assassin, qui est quelqu'un qui tue une autre personne, on le bannit du village. Et la vengeance dans le village, elle n'est pas permise. C'est quand il sera à l'extérieur, là vous pouviez vous venger, mais pas à l'intérieur du village. Donc moi, j'ai raconté dans ce livre des anecdotes, des chroniques vécues. Ce sont toutes des chroniques vécues, enfin c'est des petites histoires vécues dans le village. Je les ai recueillis dans des villages kabyles, chez des personnes âgées notamment. Et j'en ai recueilli beaucoup en France ici. Parce que maintenant ici en France, notre Tajmat, c'est le café. C'est comme ici. Qu'on se retrouve tous en Kabyle entre nous dans des cafés. Vous connaissez tous, notamment dans la région parisienne, le nombre de cafés bars kabyles qu'il y a là. Donc j'ai recueilli beaucoup dans des cafés comme ça, en écoutant des amis et tout ça qui discutent. Je m'intéresse à ça, je les note et puis je les ai développés et je les ai recueillis, je les ai mis dans ce livre. La première fois que j'ai commencé à le faire, j'ai commencé dans Facebook. J'ai raconté une histoire dans Facebook. C'était le vieux de mon village qui me l'a raconté. Je l'ai tellement trouvé belle, amusante et puis vraie. Donc je l'ai écrite dans Facebook. Et puis j'ai reçu des messages d'un peu partout. Ça leur a plu. Et j'ai commencé aussi
à écrire d'autres histoires dans Facebook et tout. Tout le monde me disait, ces histoires-là, il faut les mettre dans un livre. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, il y a un ami, c'est un anthropologue. Et c'est lui qui m'a encouragé surtout parce que c'est un universitaire, c'est un économiste, c'est un anthropologue, c'est M. Saad Douman. Il m'a demandé il m'a appris d'un messenger, il m'a dit Ahmed, tes histoires, elles sont magnifiques, il faut vraiment les mettre dans un livre. Et puis d'autres, mon ami Farid qui est aussi, il m'a encouragé, qui est linguiste aussi. Et puis je reçois beaucoup de gens qui m'écrivent, qui m'appellent, il faut les... Donc voilà, je les ai mis dans ce livre. Et si vous voulez que je vous en je vais vous raconter quelques-unes pour un peu détendre parce qu'il y a des histoires qui sont rigolotes, il y a d'autres aussi qui sont tristes. Mais voilà, je ne sais pas, Farid, si c'est... Ah, bah, c'est lui qui m'oriente dans ces machins 40e. Ah là là. Je vais raconter un kabyle et puis je vais vous l'expliquer, je vais tenter de vous l'expliquer en français. Hein, voilà. Alors, Bouhou, j'ai oublié de parler de Bouhou, excusez-moi, parce que c'est le personnage important. Voilà, c'est le. Il y a tout un chapitre, celle de Bouhou, hein, dans ce livre. Bouhou, c'est un ami qui a un café. Il devait venir aujourd'hui, mais malheureusement, il est retenu par un autre événement. Voilà, peut-être qu'il va arriver en retard. Il a un café, c'est chez lui qu'on se rencontre à Saint-Denis. Maintenant, il a pris sa retraite. Et c'est là que j'ai recueilli beaucoup d'histoires. Et c'est là qu'il me raconte ses propres histoires. Ses propres histoires, lui, qu'il a vécues. Et d'autres histoires qu'il a recueillies aussi un peu partout. Et notamment dans la région d'Arbou, parce que lui, il communique beaucoup avec Arbou. Donc il m'en a donné tellement, bon, j'en ai au moins 80 histoires comme ça qu'il m'a racontées ici. Et elles sont plaisantes, donc je les ai mis dans Facebook. Quand j'écrivais, je les appelais celles de Bouhou, Tigad Bouhou. Voilà, et là je lui ai consacré, comme il y en a beaucoup, il n'y a pas que lui, donc je lui ai consacré un chapitre à part, c'est Tigad Bouhou. Alors, puisqu'il m'a donné la page 41, Younouas, c'est une aide Bouhou, Younouas Bourima, Rekharvani, Tipaza, le tombeau de la chrétienne, ou Mekar, le tombeau de la chrétienne. Et le tombeau c'est le tombeau de Cléopâtre Sélénée, c'est la femme à Juba II. Il a nous faire le géant qui un manche de Nitaken. Il m'a dit que c'est Abou Houamir, je te l'ai dit, il essaie de واجد ضازكا نيوت مطوط نوغلي اسميس يوفا ويسين يبدا اساس كايغيريت مطوطيس وقبل تسمت اسمي يموت رجع تاع غورس ني سبحو غامي ايش تاكي كيف بدات مطوطيس نسيت مطوطي ما غيت مطوطيس مي تبدا من مي كيفنا كواش تاكي ني سوق قبل ثلاث سنين عيسى كنت رسول محمد ني سوق قبل كوكا تاكي كيفنا نسيه ثني يسمي كل فاس نهار بلو كان مشيت اللي ما مشيت نوتني تيلي تمطط مازال ساعه غزال. Je vais tenter de vous l'expliquer. Alors, le tombeau de la chrétienne, c'est un tombeau immense, c'est comme c'est un Tipaza, c'est un Algérie. Voilà, c'est le tombeau de. Du Camus a écrit beaucoup sur ça. Voilà. C'est un immense, c'est un tombeau, c'est la femme à Juba II. Juba II, c'est un roi berbère, c'est un grand roi, c'est un érudit. C'est la fille de Cléopâtre, la reine de l'Égypte. Hein. Et sa femme. Vous voyez l'interaction, la relation entre les Berbères. Voilà. Donc il lui a construit ce tombeau avant qu'elle meure. Et quand elle est morte, il l'a enseveli dedans, il l'a enterré dedans. Et à son tour, quand il est mort, on l'a mis dedans. Et puis mon ami qui est parti là-bas avec sa femme et sa mère,
sont partis d'un village kabyle, elle arrive là-bas, elle t'ouvre un géant, je sais pas, un monument. Pour elle, c'est une pierre. Il lui a expliqué que c'est un roi berbère, il s'appelle Juba II, qui a construit ce tombeau à sa femme avant qu'elle meure. Et puis, une fois morte, il l'a enterré dedans. Et à son tour, quand il est mort, on l'a mis dedans aussi. Et elle s'est étonnée, elle dit, il a construit tout ça pour une femme. Elle a dit oui. Et quand est-ce que ça s'est passé? Il lui a dit c'était avant la naissance de Jésus, avant la naissance du prophète Mohammed. Alors elle lui a dit, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une critique de la religion. Et voilà. C'est-à-dire, elle les a maudit soit la religion. Elle les a maudits. Si c'était passé deux bonhommes-là, la femme, elle aurait toujours gardé sa valeur, elle serait toujours continuée. Elle aurait gardé ses droits. Voilà, moralité, c'est la religion qui a enlevé les droits à la femme. Alors, 99. Ah. 99. Alors, ça s'est passé. Ça s'est passé dans les années 40. C'est l'année où Albert Camus a écrit son livre Histoire, la misère de Kabylie. À cette époque-là, il y avait la famine, il y avait rien à... Et c'était les rations. Donc c'était les caïds qui faisaient la distribution, qui donnaient des bons et tout. Et ils donnaient 3 kilos d'orge ou de blé par habitant, par tête, par mois. Et les chevaux, on leur donnait 15 kilos par tête pour un cheval. Et là-bas, il y a... voilà. كنت الأربعينات في مياك نازي وظيفة في اثنين يميرني يورا ألبير كامي ميزان كابيلي دي ثالث ني غير روميا فطون إردن طمزين في قرام تسكني ومذان 3 كيلو طمزين 3 كيلو قردن يواقور عاودي وتسكناس 15 كيلو طمزين مساعدو مداح سي تدار تنتيزي المنع ديال العرش عيدن يروح القايد نسدو قناياس القايد ديال عناية كاك سوا شولتيو كسا سكلا ليست قلي طاسي بين نيمذانن الرغا اللي تصير القويل. Voilà, Alors, je vais vous expliquer un peu Donc je disais, pendant cette période, des rationnés, c'était les bons, comme ici en France. C'était la misère. C'était la misère, c'était les bons. Donc ils donnaient 3 kilos d'orge ou de blé par tête. Et les chevaux, on leur donnait 15 kilos par mois. Et les chevaux, on leur donnait 15 kilos d'orge. Il y a quelqu'un dans un village, il se demandait, il s'était étonné, il est allé voir le caïd, il lui a dit, s'il te plaît, dorénavant, moi et ma famille, tu nous inscris dans la liste des chevaux. Dans la liste des bêtes. 91. Allez, 91. L'OTAN. C'est des anecdotes toutes sensées. Hein. Ouais. هذيك اللون غات لا حدثها مازال 7h20 encore bis فدار في تغيير الجامع ثبنا غاف سيدي مكوان ثم بدات ثم ماشي بتودرين النظام الحيض ينتظر الحيض وايض يونواس فغانا فنون الجماع نجمعنا كي وكنا دفنا مكان دارت فنون يرتمث قراسات دفنو ارتمينو فغانا كذا وين
فغانا كنت تبنوا نرتا منسن انا غير مزدا تبرع عندك في كداك وكاله ولا كتبنوا تفكير تبنوا بكاكالي وتبنوا بكاكالي فغانا كذا وين البركه مثل الجماعه اللي ساعي لا جالس يوسف كان غير البدير قيمنا نجمع ذاك كي سكرناه روحو تعقد الحاصل ويقال ستبنوا بمكانه وقال ستبنوا ذاك امي تاع دايلو الدرويش كي يعدو سكر اسلا ديال الى الهامش يسال واش ديال الهامش كشمر برسل لي سيتو في السنه ما كان قيت ورا حنا الناس ذاك الناس اللي واحد البرا في اللون هذا غانا الناس سوسمت الدرويش كي راه تيدي فرون ضرب بغ تيدي شكان سنداغ دي نادين إن أخذي هنيذا هي ما ثوغ ولا زدو ساخد برويط متحول سما فدا السليم متحول سما فدا فوالا Jamais ambulant. Voilà. Jamais ambulant. Jamais ambulant. Ça c'est l'histoire de. C'est un village qui est conçu en deux parties. Il y a une partie basse et une partie haute. Une fois, ils voulaient construire une mosquée. Une mosquée et le terrain entre les deux villages il ne s'y prête pas pour une construction. Donc les deux parties, la partie haute et la partie bas, chacune d'elles veut le bâtir dans sa partie. Et puis les gens, ils ont tous fait de donner, chacun a proposé son terrain parce qu'ils voulaient savoir de la baraka, de cette mosquée. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Et puis il y a pas un fou, je ne sais pas comment on l'appelle, Derwish, je ne sais pas, qui change. Ah oui, le fou du village, voilà. C'est ça, l'idiot du village ou le fou. Pas l'idiot, mais enfin. C'est le fou du village, on l'appelle comme ça. Il passe par là, il entend, il y a tout ce vacarme, tout ce bruit, qu'est-ce qui se passe il est entré dans la salle, qu'est-ce qui vous arrive? Il lui a raconté, voilà ce qui se passe. Il leur a dit, je vais vous proposer, si vous m'écoutez, je vais vous trouver la solution. C'est quoi? Il leur a dit, construisez-le dans une brouette, comme ça, quand la partie basse veut le ramener, elle le descend, et quand la partie haute, elle le ramène. Voilà un peu les histoires de l'histoire de Jemaat. Voilà, maintenant s'il y a des petites questions comme ça rapidement, voilà. On en répond, c'est tout. Oui, s'il y a des gens qui... Moi, je voudrais que vous réagissiez par rapport à quelque chose. Oui. Majid, quand tu as terminé ton truc, tu as dit Yenayer a failli disparaître. Et Ahmed, quand il a commencé son truc, il a dit c'est tombé dans l'oubli. J'aimerais que vous réagissiez par rapport à ça. La disparition des Yenayer, l'oubli de notre culture. Vous réagissez. Je vais parler de moi. Je suis désolé. Comme je disais, effectivement, Yenayer a failli être oublié. C'était quelques familles qui le fêtaient un certain temps. Et il ne pouvait pas être connu parce qu'on le fêtait en famille. Donc, et moi, comme je vous ai dit, j'étais curieux, j'ai cherché tout ça, et je tenais un bistrot comme ça, dans le 12e arrondissement, 228 rue de Charenton. Le bistrot s'appelait le Cyrnos. Ah tiens, Corse, c'est un nom corse. Parce qu'avant, c'était les Corses qui le tenaient. Et je faisais des soirées comme ça, des soirées, toujours le premier jour de Yenayer, je faisais un dîner avec un peu de musique comme ça, là, comme on fait. Et petit à petit, le premier dîner, c'était en 1985. On avait une association qu'on appelait Philélie en Liberté, et dont je faisais partie, un des membres fondateurs. Et on l'a fait au partenariat. On s'est dit, tiens, on va le fêter. Et on l'a fêté là-bas, dans mon restaurant, en 85, la première fois. Et l'année d'après, je le fêtais chaque année. Alors, plein de Kabyles qui connaissent cet endroit. Et ça commençait à prendre. Avec
avec donc la naissance des associations, tout ça, les associations ont pris le relais. Ça a commencé à... Et moi le but c'était de le sortir de la sphère privée, le mettre dans la sphère publique. Et c'est là qu'il devait se développer. Et quelque part, j'ai réussi mon coup. Et là, après, moi, chaque année, et comme je disais, donc après, il y a eu des associations qui ont repris le relais, ainsi de suite, et ça a pris, voilà. Maintenant, ça a pris, et on le fait partout, avec des grands galas, d'une manière officielle, il est reconnu officiellement, voilà. Et je pense, j'ai mis une pierre quand même quelque part au déclenchement de cette dynamique de YNR. Ici en France. En France, oui, en France. En France. Oui, en France. J'ai dit l'adresse, 228 rue de Charente. Ça pourrait pas être à Alger. J'ai une question à monsieur concernant vos anecdotes. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes qui ont eu des conséquences? Pardon? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes qui ont eu des conséquences? Ou qui ont été aussi, qui ont porté des messages, qui ont un but? Elles ont toutes un sens. Un impact. Non, ce sont toutes des histoires qui ont une morale. Hein. C'est comme la fable de La Fontaine. Hein. Ce sont toutes des histoires qui ont une morale. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me suis mal expliqué, mais je ne sais pas, peut-être que vous avez mal posé votre question. Je ne sais pas. Non, je vais vous raconter celle-là, elle est bonne. C'est la dernière, allez. Ça va répondre à la question. Et on pose les grands. Ouais, ta guerre, elle est un peu longue, mais ça vaut le coup de... Se trouver, parce qu'en français, je ne vais pas arriver à la... On restera frustré. Non, je vais vous expliquer quand même. Je vais essayer de... Alors, il a eu un talent, il a un ami jumel. Il s'en a qu'un différent des chers. يونس يناس الشيخيس ذي ثورة مقران أمي أخلك تغريض ستين حزب تجملض ثورة يبدا تروح ذات تشخض أساوي ذات تفكض يوكل تفكض ثمو سنينك يويض ما كتسبي ضر غوريض الناس أنا ماشي خور زري غير ندار الصغرى روح عرفت دارت انتي زيت قرفة أثنو سعان على الشيخ الناس كيني كيديش قاعد يروح والله سي يروح ذك وفريد يطفيت لوان تصالي زي دارت غير السكريت إني سدا عدا كان تزال غادي الجماعة كنت دارت هكا يكشم الجماعة يفهم الزولا ماشي ذكرها الشيخ خصني يخدم مازن الخطبة يقيم يسلي الشيخ النير يفهم ماشي ذينا كندي غادي مع مرض يزن يقار إذا يزدي القديس يبدي ناس سولفتي دارت أمدينا كرا مسلاين الشيخ النير يسوسم يتجمع قرانا دي مسلاي تدرت الشيخ قنون أثني غوريكون أين كيكون ديننا فرب النار ولا شي تاكل اشتاقي ذي الدين ميداني فوق ينتقد الشيخ نيسن ناسن ثولا ما تدرت 4 ناس قسنا ياكين كد الشيخ في اللون تحمل مي يحمل عكون السيوسد وقي ظفراني يبغى غدا غير سماركي يبغى غدا غير فضو وقيل الشيطان إلى قطر جمم فلاس ما فلاش ولا شي قالوا لي فران داشان دارا تسرس مقراني في كتستر ولا يغار يتمسلاي ديما ناس إني يسبوها المؤمنين هنا كنت غاري غير الشيخ الفضيل وري صحارى يغري دغا يغال الشيخ الفضيل يا دات صافري دار الشيخ الفضيل مي يبوض الناس الشيخ الفضيل مقراني ياك الخير كان كيدير انا انا ماشي خوري لي الخير ضاي حكايز ثديات يطرانيدس إن الشيخ الفضيل تصيف مقرانا مية إن كيف المضرغورين يصحى الشيخ انت دار ثاقير يرنا يلمذ يون عالم ورتسين دارا شو العلم كي الشيخ وكيد العلم وكي قرناش العلم التحرايميث انا ماشي خص العلم كي سنغت نكون حمل غانا غسلم ذا يطلبينو خاطر ماشي تفريد يشوف انا روفري العاليه ماشي ذا يشوف انا روفري العاليه انا ماشي كيف غير هذا المدغ العالم كي ايه مقران دنوفي كي يريك ايه تصرنوت كرا بوسل ذا غوري
يرنا هذا شو يرنا يونس يتفضل يغال ارث درت انت زيت قرفه الدراري كنت قال يصغر يرسى ما فرنوس يفرق مانيس ام تيكرت النظام يطفل لو انت زالي درت غير شكريت يكشم الجماعه يفشخني غمزيك يتخطف زندي مزولا يقيم سلاسل ام فريد نظام خير يزدي القديس يكر سيف الدين نايس اي تدرت ساميون الشيخ هذا يفرك ربي ذيك السامو سنين الفهامه الجنة اريلي ذا خميس يا وين راه ديك سنيون وانزاد وشماريس ولا نسى غادي يكشم الجنة غامز مزوج فلاس قالوا فرا ديك صنزاد Voilà, elle va être compliquée à expliquer. Ah oui, elle est longue. Bon. Ben, on va prendre une demi-heure pour les gens qui veulent des livres. 175. Allez, l'autre, 175. C'était corrigé. C'est lui qui m'a fait la préface du livre. Hein. 175. J'ai une question. Oui. Vous avez appris comment à écrire Alors là. Très bonne question. Vous savez que moi je suis un autodidacte. J'ai pas fait de cours de Tamazirt. J'ai commencé à écrire dans Facebook. J'écrivais très mal. Plein de fautes et tout ça. D'ailleurs, certains enseignants Tamazirt, ils me reprochaient ça. Pourquoi tu écris comme ça? Tu fais des fautes, il ne faut pas écrire. Mais j'ai continué à écrire. J'ai mon ami Farid qui est ici, c'est un linguiste, il enseigne le berbère aussi. Il me corrigeait, voilà. C'est comme ça que j'ai appris à écrire. Bon, maintenant j'écris, je pense que j'écris assez bien. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris. Tu as appris quand même quelques cours chez Mahamri, non? Jamais. Ah oui, jamais. Ah oui, tu l'as pas fait. Non, j'ai commencé à écrire. C'est Moul Mamri, oui. J'ai commencé à écrire. Non, il n'est pas passé par là. Voilà, c'est comme ça que c'est tout bonnement. Comment vous avez fait pour qu'il n'y ait pas d'interférence des autres langues? Quelle langue? Français, arabe. Voilà. Bah, vous savez, moi j'écris comme. D'ailleurs, tout le monde. Il y a beaucoup qui s'appelaient, parce que j'écris comme je parle. Voilà. Je n'emploie pas beaucoup de néologismes dans mes écrits. Bon, rarement j'emploie un néologisme quand c'est vraiment nécessaire, que c'est des mots scientifiques et tout ça. Sinon, pour le reste, j'arrive à me débrouiller, à les expliquer en kabyle. Voilà, c'est tout simple. J'ai pas d'interférence. Quelquefois aussi, il y a des petits mots comme ça, il y a des mots en arabe, effectivement. Il y a des mots en français qu'on ne peut pas exclure. Dans notre. Comme toutes les langues, elles sont toutes pleines d'emprunts. Je ne sais pas, il n'y a pas une langue pure, enfin, j'ai à ma connaissance. Oui. Ça, voilà. Mais j'ai pas de souci pour ça, il y a pas de. Il y a des amis qui me disent que ton kabyle, c'est de l'argot. Ah oui, c'est du kabyle. C'est du kabyle.